C'est l'heure du sonneur. Bonjour Didier Maisto. Bonjour Clémence, bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce matin, journaliste, auteur, compositeur, chroniqueur talk show, ancien patron de Sud Radio. Alors, je vous l'avais dit, on reviendra sur cette annonce de dissolution d'Emmanuel Macron avec des nouvelles élections législatives qui doivent se tenir les 30 juin et 7 juillet prochains. On va y revenir dans quelques instants, mais d'abord, puisque vous-même, vous avez été candidat LFI un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, ou presque. Eh bien, je voulais vous demander comment vous réagissiez aujourd'hui à cet appel de François Ruffin au Front populaire, et d'abord vous proposer d'écouter cet appel de François Ruffin. Chaque jour qui passe est un jour de perdu pour mener campagne, pour remonter la pente, parce que la pente du ressentiment, la pente de la dépression, la pente du Rassemblement national, elle coule toute seule. Et nous, cette pente-là, on doit la remonter. Alors je ne sais pas si vous avez vu ça, mais les jeunes font pression, les jeunes socialistes, les jeunes écologistes, les jeunes générations, les jeunes insoumis. Qu'est-ce que j'ai oublié? Les jeunes quoi? Les jeunes écologistes, j'ai dit ou pas? Enfin tous, ils se sont rassemblés pour dire on veut l'union sur la base du programme de 2022. C'est aussi ce qu'on réclame avec des députés insoumis, des députés communistes, des députés écologistes, des députés génération et des députés outre-mer. Pourquoi? Pour mettre la pression, parce que, je le redis, je pense que les partis vont y arriver, même si c'est compliqué, mais le plus vite sera le mieux. Et on va pas attendre qu'il y ait la fumée blanche. On lance ce site Front Populaire-2024 qui permet de recenser les initiatives, de mettre des propositions de tracts et que chacun aille puiser des ressources pour demain. Voilà, vous avez entendu l'appel de François Ruffin. Depuis, beaucoup ont déjà signé et en effet suivi cet appel qui, visiblement, lancé par François Ruffin, ferait un bon, un bon pivot autour de ces personnes qui ne s'entendent pas forcément toutes très bien. Oui, alors d'abord, pour préciser, j'ai jamais été candidat à LFI. J'étais membre du Parlement de l'Union populaire et j'ai soutenu le programme de Jean-Luc Mélenchon pour la campagne présidentielle. Et le soir du premier tour, je suis parti pour tout un tas de raisons que j'avais expliquées assez longuement, et des raisons qui produisent les effets qu'à l'époque j'avais déjà imaginé. C'est pas la peine d'être grand clair ou d'avoir le don de ce vent de vue. Qu'est-ce que j'avais dit? Et c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, c'est que finalement, c'était un peu l'union de la carpe et du lapin. On l'avait découvert, c'est ça, dans la presse d'ailleurs. Et je salue l'initiative de François Ruffin, que j'aime beaucoup, qui est un garçon droit dans ses bottes, qui est sur une ligne assez souverainiste, qui a une voix originale et qui peut rassembler au-delà de son simple camp. Donc, très bien. Sauf que, force est de constater que cette union, elle arrive toujours dans des moments difficiles et elle se paye un peu de mots. L'union d'accord, l'unité d'accord, dans la clarté. J'entends tous ces mots, mais autour de quoi, de quelles idées? S'allier avec Monsieur Glucksmann, qui est un belliciste de plateau, un européiste invétéré, qui est aux ordres de Washington. Enfin, moi, j'ai aucune envie d'être dans un grand maelstrom avec les socialistes, que j'ai combattu toute ma vie, que je combattrai toujours, cette social-démocratie qui nous met droit dans le mur et on y va en klaxonnant. Et il faudrait aujourd'hui, après que les gens se sont insultés pendant 2 ans, et il faut voir comment, avec quelle virulence, quelle petitesse aussi, hein, quel vocabulaire, n'étant d'accord sur rien, parce qu'il y a un péril que nous montrons du doigt, que nous expliquons depuis des années en disant si vous répondez pas aux attentes des gens, voilà ce qui va se passer. Et là, au dernier moment, on fait un site, allez, on est tous copains, l'union. Enfin, moi, je veux bien, il faut faire quelque chose, mais ça n'a pas de sens, en vérité. Quand on regarde les choses, ça n'a aucun sens. Disons que la seule direction politique qu'ils ont, c'est celle de l'opposition par rapport au Rassemblement national. Mais à part ça, c'est vrai qu'on voit peu d'union. D'ailleurs, on a vu les lignes de Raphaël Glucksmann qui dit pour faire partie de ce bloc, il faut être un fervent partisan de l'Ukraine, défenseur de l'Ukraine, et ça. Voilà. On a du mal à voir comment LFI, par exemple, va se positionner par rapport à tout ça. Vous voyez, dans ces moments-là, difficiles de crise, c'est plus qu'une crise, c'est devenu chronique, dans des moments difficiles de notre histoire, c'est normalement l'occasion d'avoir des moments de clarté, justement, d'éclaircissement. Hein. Et là, on voit bien que
si on fait des projections, allez, mettons que, on le sait depuis longtemps, c'est pas nouveau, hein, que le Rassemblement national là, pourrait faire, allez, un tiers des voix, mettons un peu plus de 30%, 33, 34%, c'est-à-dire avoir une majorité relative à l'Assemblée nationale, et la gauche ainsi unie, cette gauche unie, ce bloc de gauche, ce Front populaire, cette nouvelle NUPES, je ne sais pas comment il faut l'appeler, à mon sens, sera à moins de 20%. Donc pourquoi aller encore se réunir avec des gens avec lesquels on n'a strictement rien à voir, rien à faire, pour repartir sur une espèce de contrat qui ne sera même pas de gouvernement, mais d'opposition, où on est d'accord sur rien, plutôt que de clarifier les positions. Oui. Avec une droite qui est en train de disparaître, qui fera, je ne sais pas moi, entre 7 et 9%, et qui jouera, comme elle l'a déjà fait sous le mandat, sous les 3 premières années du mandat de M. Macron, on l'a vu à l'occasion de la retraite, qui jouera les supplétifs pour sauver la Macronie, ou pour de temps en temps voter avec un bloc qui sera rassemblé autour du Rassemblement national. C'est ça la vérité. Donc si on regarde bien les choses, sans être grand clair là non plus, on va dire un tiers Rassemblement national, allez, entre 18 et 20% pour la gauche dite unie, 22%, 23%, entre 20 et 22, qui est le socle habituel de M. Macron pour la Macronie, et entre 7 et 9% pour les Républicains. On voit que c'est tout éclaté. Et pour revenir sur la distinction bloc populaire, bloc élitaire, on voit que les choses sont plus complexes et que la gauche ne recoupe pas exactement le bloc populaire, Ah oui, c'est le moins qu'on puisse surtout dire. avec, Oui. surtout avec M. Luxman et les écolos, dont moi j'ai plus trop compris où ils étaient, ni même M. Roussel, hein, d'ailleurs, qui est parfois à droite, parfois avec la Mm. Macronie, mais qui dans les moments de crise redevient le type de gauche résistant, etc. Tout ça est un peu de la poudre aux yeux, Oui. et je crois que les Français ne sont plus dupes. Après, on peut évidemment être un peu alarmé de voir cette atomisation de la vie politique française qui bloque le pays, qui bloque toute action. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, la classe politique est en retard sur les aspirations des citoyens, et que les différents partis ne recoupent pas ce que pensent véritablement les citoyens. Oui. Alors parlons de cette deuxième sujet, puisqu'on vous a vu intervenir là-dessus, notamment sur Twitter, Didier Maisto. Vous dites que finalement cette dissolution. Non, euh, justement, je disais qu'elle était légale, moi, hein, pas illégale, hein. D'accord. Mais alors, vous considérez justement, alors quel est votre retour sur cette dissolution et sur le fait qu'elle puisse, cette question d'aller à l'encontre du code électoral? Bon, alors, de toute façon, j'ai regardé, parce que je connaissais évidemment le code électoral pour avoir tenu des bureaux de vote et dirigé des campagnes. Alors, effectivement, il y a ce code L157, cet article L157 du code électoral, hein, qui dit que les déclarations de candidature doivent être déposées à la préfecture au plus tard à 18h le 4e vendredi précédant le scrutin. Donc, le premier tour ayant lieu le 30 juin, cela aurait dû être le vendredi 7 juin, hein, donc. Mais la dissolution a été annoncée le 9 juin, soit 2 jours plus tard par Emmanuel Macron. Mais on n'est pas dans l'illégalité, car l'article 12 de la Constitution, en fait, il s'impose sur le code électoral. C'est la hiérarchie des normes, hein. Même s'il peut y Oui, avoir, quand supérieur, ça oui. arrive, des percussions et des incohérences, la hiérarchie des normes, c'est la Constitution qui prévaut en ce cas-là. Et d'ailleurs, le Conseil constitutionnel avait averti en la matière que si de telles choses se produisaient, il fallait faire preuve d'adaptabilité, notamment vis-à-vis de l'urgence. Donc, il y a rien d'illégal là-dedans. Après, il y a le coup de poker. Là, c'est sur le plan politique, évidemment, c'est un peu plus compliqué. Qu'est-ce qu'il fait Macron? Macron, il la rase complètement les oppositions qui n'ont pas le temps Bah, de bien sûr. s'organiser. Il avait Il y a une désigné question de comme, délai, bien sûr. ah oui, oui, puis il avait désigné finalement comme adversaire le Rassemblement national, dans un duo parfaitement huilé, hein. On voit bien que ça a été les débats qui ont été imposés. Cette décision, Macron l'a prise il y a déjà plusieurs semaines, hein, elle n'est pas nouvelle, hein. Les sondages ont été cristallisés, n'ont plus évolué depuis un bon mois. Donc il y a au moins un mois
qu'avec le secrétaire général de l'Élysée, M. Kohler, et un certain nombre de caciques, cette décision a été prise. Peu de gens étaient au courant, le premier cercle était au courant. En tout cas, voilà, elle a été annoncée. Alors je parlais du fait d'araser les oppositions, sauf celle du Rassemblement national, mais M. Macron, il joue à qui tout double, certes, mais de toute façon, il vient juste entériner et corroborer une situation qui, de fait, existe déjà. Je m'explique. Il n'a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale. On voit bien qu'il a essayé de faire des compromis et que ces compromis, quoi qu'on en dise, ont quand même marché, puisque avec 91% des actifs contre la réforme de retraite et 72% des Français, jusqu'à la fin, cette réforme des retraites inique est passée en dépit de tout cela. Donc la majorité relative, il a toujours trouvé des petits supplétifs, notamment auprès des Républicains, qui n'en finissent plus de savoir qui ils sont et où ils vont. Ils sont dans le n'importe quoi. Bon, peut-être qu'ils vont trouver un espace avec le Rassemblement national, vu Oui, les discours de M. Ciotti. C'est possible, hein, oui, oui. je dis ça sans ironie. Ce qui veut dire leur disparition accélérée. De toute façon, ils n'existent plus vraiment. Mais Premier concrètement, comment ils vont faire? Oui, alors, allez-y, continuez. Non, mais premier point, c'est ça. Deuxième point, ça devient un peu compliqué. Quand vous mettez tout votre poids dans la balance, vous êtes président de la République, même si vous êtes gringalé en dépit de votre gilet pare-balles, vous avez un costume trop grand, mais vous faites de cette élection mineure, hein, qui n'est pas non plus l'alpha et l'oméga de la vie politique française, qui de toute façon ne changera pas grand-chose puisque les députés européens n'ont pas beaucoup de pouvoir et que là, ça se passe plutôt à la Commission. Vous pesez tout votre poids, vous mettez tout votre poids dans la balance, vous dramatisez les enjeux et vous vous prenez une tôle. Et une tôle, il faut voir comment. Ouais. Pratiquement 32% pour le Rassemblement national, 15% pour le parti présidentiel. Donc vous ne pouvez pas faire comme si il ne s'était rien passé, avec une participation, mettons, allez, de 50, un peu plus de 50%, vous avez 40% des gens qui votent à l'extrême droite. Si on y ajoute Reconquête, c'est ingérable, c'est intenable, et vous devez tirer les leçons de ça. Après, troisièmement, j'en terminerai là sur ce sujet, évidemment, quelqu'un qui avait, un vrai président de la République, qui respecterait sa fonction avec un tel résultat aurait dû partir sur le champ, démissionner et on revotait, on refaisait des Mmh. élections. C'est ça la vraie Oui, démocratie. alors que Bon, là, il n'a pas mis son poste en jeu, mais celui de ses députés, hein. alors, il n'en est rien. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Après, on peut évidemment regretter qu'il fasse ça dans l'urgence. Mais c'est fait sciemment, c'est fait exprès, hein, pour que les gens ne puissent pas s'organiser. Et d'une certaine manière, il veut mouiller le Rassemblement national, puisque dans la Constitution française, c'est un des avantages de cette Constitution, qui est un régime présidentiel, hein, de toute façon. In fine, c'est le président de la République qui a le dernier mot, Oui. avec des champs réservés. Il est le chef des armées, il a une certaine latitude. Il ne peut pas dissoudre dans l'année qui suit, certes, mais enfin, il peut retarder les décrets, il peut peser. Voilà. Et puis surtout, il peut mouiller le Rassemblement national en disant ben, OK, allons-y, chiche, vous allez voir ce que vous allez voir, et vous allez voir que c'est un ballon de baudruche que je vais moi-même dégonfler tout en dramatisant, les enjeux. Donc nous sommes dans ce jeu de dupes. Jeu de dupes pour qui? Pour les Français d'abord, hein, parce que au-delà de la dramatisation qu'on va voir dans les rues, les tribunes, les fronts populaires, oh là là, mon Dieu, c'est horrible. Qu'est-ce qui va se passer? Il va rien se passer de particulier, hein, dès lors que de toute façon, le Rassemblement national s'est dédiabolisé, ou en Oui. tout cas a montré patte blanche au système. Il veut plus sortir de l'euro, il veut plus sortir de l'Union européenne. On va parler de tout Finalement, ça d'ailleurs, hein, dans c'est notre corps à devenu. corps tout à l'heure sur où est passé le souverainisme. Bah oui, parce que finalement, le Rassemblement national, il a opéré sa conversion, comme l'a fait le RPR dans les années 90, Mmh. excite la ligne anti-Maastricht, anti-Union européenne, en tout cas cette Europe-là, à telle enseigne que même en 95, avec l'apport décisif
d'Emmanuel Todd et de Philippe Séguin, et j'étais aux premières loges dans cette campagne, puisque Chirac a commencé la campagne à Lyon, que j'en étais l'organisateur, et qu'on a arpenté ensemble pendant 2 jours plusieurs villes et plusieurs cités, faisant pas mal de réunions avec Chirac, puis après avec Séguin. Je dis on a gagné, super, la fracture sociale, la France pour tous, et que fait Chirac? Il nomme Juppé, fin de l'histoire, Ouais. Juppé et Madelin, et conversion totale à la technocratie, la Mais technostructure. est-ce que Pour ce Juppé, sera quoi. ma dernière question, Didier Messier, parce qu'on a dépassé notre temps. Est-ce que finalement, ce n'est pas un passage obligé si on veut réussir à passer, un, dans les médias et deux, donc à être élu, parce que finalement les deux sont quand même liés, donc à être reconnu par le système d'une certaine façon. Est-ce qu'il ne faut pas lisser son discours et jusqu'où aller? Parce qu'on voit bien, vous racontez le RPR, aujourd'hui on le voit avec le Rassemblement national, les uns et les autres lissent leur discours et finalement ne sont plus que l'ombre de ce qu'ils étaient une dizaine d'années avant, pour le pire et pour le meilleur, hein, mais en tout cas, voilà. Ça dépend quel est votre objectif et quelles sont vos convictions et qu'est-ce que vous faites passer avant. Si vous voulez avoir le pouvoir, obtenir le pouvoir et faire carrière, effectivement, si vous estimez que c'est votre tour dans quelque chose de bien compris qui serait une sorte d'alternance de droit divin, hein, c'est-à-dire il y a des partis de gouvernement, et pour faire partie de ce petit cénacle, il faut être européiste, il faut cocher un certain nombre de cases, il faut dire des choses sur le climat, il faut dire un certain nombre de choses en termes sociétaux. Bon, ben vous cochez toutes les cases, vous attendez votre tour, vous prenez votre ticket, et puis le numéro 222 est appelé, vous allez et vous vous présentez, vous faites la même politique que vos prédécesseurs, avec simplement une différence en termes sémantiques et de tempérament. Soit vous considérez, à contrario, que ce qui compte, bah, c'est d'abord les idées, c'est d'abord d'être en communion avec la France profonde, le peuple, et vous dites vos convictions, évidemment. C'est beaucoup plus long. Mmh. Euh, c'est un chemin pavé d'embûches, c'est très compliqué. Mais voilà, aujourd'hui, on est en train de mourir, je crois, de ces unions qui sont des unions de façade, où on coche évidemment toutes les cases, mais qui produisent finalement, qui sont juste les enfants de cette social-démocratie dont je parlais au début de Oui. mon propos, qui nous a amenés où on en est aujourd'hui. Quelle différence finalement entre M. Macron, M. Glucksmann, le Parti socialiste, et même, je vais plus loin, les Verts, et même, je vais plus loin, les Républicains. euh, Ils sont tous pro-Ukraine, ils sont tous pour cette... Personne ne veut quitter l'Europe, y compris le Rassemblement national. Donc il y a des différences dans le vocabulaire, dans l'appréciation des questions, mais en termes de politique concrète, il n'y a pratiquement plus de différence. Et c'est pour ça que le premier parti de France reste très largement l'abstention. Et c'est pour cela que la vie politique a tendance à s'autonomiser de la vie réelle de la France. Les gens s'organisent en tribus, en Mmh. petits cercles, font leur vie, mais ne croient plus tellement dans les partis politiques, ni qui a qui a ses jeux du cirque, Oui. ses médias, et qui vit sa propre vie en fait, hein, et qui a divorcé du peuple. Donc c'est bien la question que vous posez. Où sont les souverainistes? Mmh. Eh ben, ils sont dans le peuple, mais malheureusement, il n'y a plus vraiment de partis politiques, ou alors ceux qui tentent de les représenter par le jeu de la représentativité telle qu'elle a été décidée dans les années 90 d'ailleurs, hein, par le financement public de la vie politique française, avec une prime forcément aux sortants, vous ne pourrez jamais émerger dans ce système, parce que c'est très difficile quand vous n'avez pas d'élus, pas de députés, Bien sûr, bien pas sûr. de Mais région, ça etc., de c'est le faire valoir plafond de votre point verre, de vue. ouais, c'est le fameux Hein. plafond de verre, on en a déjà parlé et on y Tout est bien reviendra. verrouillé, tout est bien verrouillé. Ouais.
Merci beaucoup Didier Maisto. En Merci tout à cas, on a compris pas d'illégalité justement dans cette proposition, enfin dans cette annonce de dissolution d'Emmanuel Macron et donc un front populaire qui est un peu l'union de la carpe et du lapin. On a compris Didier Maisto, votre analyse sur le sujet. On y reviendra sur le front populaire.